Philippe Collin est producteur de radio, auteur et journaliste. Il anime sur France Inter l'émission L'œil du tigre depuis 2015. Sébastien Goethals est dessinateur, spécialiste du thriller en bande dessinée. Tous deux étaient à la librairie Ombre Blanche jeudi 24 septembre 2020 autour de la parution de leur roman graphique La patrie des frères Werner chez Futuropolis. Bonne écoute à tous. Merci beaucoup d'être venu dans les aléas du temps et des climats qui nous environnent en ce moment. Oui, merci. Et puis on va partager un moment quand même qui, je crois, fera date. Pourquoi ? Parce que c'est un grand plaisir de recevoir notre couple de dessinateurs et d'auteurs ce soir. C'est un plaisir qui est un plaisir du renouvellement, puisque avec La patrie des frères Werner, on a, comme on dirait en langage footballistique et sportif, on ne change pas une équipe qui gagne. Et c'est ce qu'on a devant nous, puisqu'ils avaient déjà été, vous le savez, les auteurs et le dessinateur du Voyage de Marcel Grob, qui en 2018 était un livre qui fut un livre événement, il faut le dire. Il avait été un livre événement par la forme, d'une certaine façon, avec la collaboration à l'époque de Christian Ingrao, qu'on salue tous ici, qui était assis sur cette chaise plusieurs fois dans cette librairie. Occasion de remercier d'ailleurs la librairie Ombre Blanche de nous accueillir une fois de plus, et de signaler que c'est la même forme que vous avez choisie, au fond, avec cette fois-ci Fabien Archambault, pour faire le dossier historique final. Les deux comparses que vous avez sous les yeux illustrent à leur façon ce que ce livre développe, c'est-à-dire au fond ce sont des histoires de fraternité. Et ce livre, il est intéressant particulièrement lorsqu'on déploie le fil des histoires de fraternité. Du côté du dessin, Sébastien Goethals, vous le verrez si vous ne l'avez pas encore vu dans Le Voyage de Marcel Grob, c'est, moi je trouve en tout cas, une très grande élégance de style. Parce qu'il y a le classicisme dans ce qu'il a de plus intéressant pour un historien, c'est-à-dire ce qui mérite d'être transmis. C'est ça le classicisme. C'est pas et ça c'est ancien, si je puis dire, comme les classiques grecs ou latins, mais avec beaucoup de subtilité. Et à un moment, je reviendrai sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est le jeu du chromatisme. Qu'est-ce que c'est que ces sépia, ces bleus, parfois comment sont-ils utilisés ? C'est pas franchement le passé, c'est pas toujours la nuit, c'est pas exactement les intérieurs, mais c'est aussi ça. Donc ça va nous intéresser, parce qu'évidemment une bande dessinée, c'est de l'image fondamentalement, avec un récit. Vous n'étiez pas, loin de là, un novice. On avait lu de vous chez Glénat Destin, en tout cas le tome 10, puis chez Vent d'Ouest, les 3 tomes pour l'instant parus de Tower, et chez Futuropolis déjà, Le Temps des Sauvages, et c'est cet objet très défini, mais étrange à la fois, qui était le manuel de survie à l'usage des incapables, dont le seul titre ravit et dont la lecture remplit. Voilà. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui formait, qui donnait l'envie de vous voir cette fois-ci. Bon, pour le récit, Philippe Collin est une voix de la France Inter, comme il est dit à cette heure-ci sur toutes les ondes, mais particulièrement dire qu'elle voit, depuis Panique au Mangin Palace à partir de 2005, puis d'entendre d'excellentes mémoires, pour beaucoup de raisons, avec Xavier Mauduit, qu'on peut saluer aussi ici, et puis beaucoup plus resserré sur notre objet. Il y avait eu un petit objet qui, moi, m'avait absolument ravi à l'époque, en 2014, pendant la Coupe du Monde, et qui s'appelait « Si tu ne vas pas, Zario », et qui était un feuilleton, dans lequel, en particulier, le 7-1, suivi par les Brésiliens, avait pu être, illustré, et de façon feuilletonnée, déjà écrite, déjà de façon narrative, et tous les dimanches, dans L'œil du tigre, on retrouve cette idée finalement que le sport est une culture, et que cette culture a une histoire, et qu'on peut faire un magazine culturel dans lequel l'histoire vient dire le temps, tout en mêlant les récits du passé, pas si lointain. Alors ici, et Sinel aussi quand même, parce que le goût du cinéma n'est jamais loin, que vous êtes aussi, Philippe Collin, co-réalisateur d'un film qui peut-être n'a pas eu l'écho qu'il aurait mérité, réalisé pour la Cinémathèque,
et qui s'appelait Kinoscope, hein, c'est ça. Et moi, que j'ai eu l'occasion de voir et que j'ai beaucoup aimé. Oui, 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 et effectivement, par le biais de la Cinémathèque. C'est une autre histoire. Voilà, Philippe Collin. Donc ici, ils nous reviennent avec une nouvelle histoire de famille, de patrie et de guerre. Parce qu'il y a un lien entre les deux livres. Hein, c'est ce triptyque de la famille, de la patrie et de la guerre, mais un lien qui est décalé, ou plus exactement, qui est déplacé. On est dans un déplacement d'histoire, et qui est un déplacement d'histoire qui fait qu'on passe d'une famille réelle et ô combien proche, affectivement, à une famille imaginée. On passe d'une patrie proche, extrêmement proche, qui est la France à travers l'histoire de l'Alsace, à une patrie qui était déjà là, mais qui est l'Allemagne. Et on franchit cette fois-ci le Rhin. Et puis on passe de la Seconde Guerre mondiale, qui est présente au début du récit, à la guerre froide. Donc triple déplacement. Et un triple déplacement, moi, qui m'a passionné, parce qu'en fait, il renvoie toujours au couple Histoire et Mémoire, traité d'une façon sur laquelle on reviendra, en particulier la mémoire en 1959 de ce que peuvent être les camps à travers l'inauguration d'un mémorial à Ravensbrück. Ici, on suit le destin fraternel de deux orphelins de guerre, berlinois, devenus agents de la Stasi, et du coup, qui sont des malgré eux, peut-être. C'est-à-dire que là, on passerait des malgré nous aux malgré eux, immergés dans le sport, enjeu national patriotique, populaire par excellence, qu'est le football. Alors, première question, généalogique, hein, et pour les deux, mais j'aimerais commencer par le dessinateur. Comment passe-t-on finalement d'une histoire qui est une histoire d'un grand-oncle à partir d'images qui devaient exister, j'imagine. Il y avait des photos peut-être de Marcel Grob, hein, etc. À une histoire qui est celle d'une famille créée, on l'a dit, et pour laquelle il faut créer aussi les images. Comment est-ce qu'on passe d'un récit pour lequel il y avait un support à un récit pour lequel on crée du support? Très vite, moi, Philippe m'a montré effectivement des photos du vrai Marcel Grob, mais j'ai eu besoin, moi, de m'en écarter pour la simple et bonne raison qu'il fallait qu'on trouve cette liberté qu'on avait eue à l'écriture. Parce que quand même, on est parti sur Marcel Grob de choses qui existaient. Et il y avait déjà toute une partie de choses qu'on a dû écrire, qu'on a dû inventer avec Philippe. Et on avait besoin, moi j'avais aussi besoin de retrouver cet espace de liberté dans le dessin qu'on avait eu dans l'écriture sur Marcel Grob. Et c'est pour ça que j'ai ressenti moi le besoin de ne pas partir du visage de Marcel, de ne pas essayer de le recréer, mais d'essayer de créer un visage assez innocent, rond, sur lequel on pouvait se projeter. Le Marcel Grob n'est pas un personnage très caractérisé, très fort. C'est quelqu'un qui subit l'histoire. Et du coup, moi, j'avais besoin, voilà, effectivement, de me mettre à sa place. Et pour me mettre à sa place, il fallait que ce visage sorte un peu de moi aussi. Voilà. Et quant à la fratrie, en fait, je les ai construits, les deux personnages, en opposition. Et si vous regardez bien dans les visages, tout est assez opposé. Voilà, il y a un nez droit, un nez rond. Alors, Andreas et Konrad. Oui, Andreas et Konrad sont tout à fait dans des oppositions. On retrouve effectivement quelques petites choses des années 70, voilà, les pattes, etc., les cheveux longs. Et puis après, j'ai fait confiance dans mon style pour qu'ils finissent par se ressembler aussi, quoi, un petit peu. Voilà. Et voilà, j'ai travaillé aussi pas mal les regards entre eux qui se cherchent toujours pour essayer de comme ça, de jouer avec ces personnages qui se cherchent un petit peu. Ouais, et ça marche, hein, il faut le dire, on ne va pas être comme au Masque et la Plume, et donc on ne dira pas la fin, surtout pas, hein, évidemment, vous connaissez hein, Jérôme Garcin, son obsession de ne pas faire dire la fin, et à juste titre, parce que ici aussi, la fin compte, mais cette fraternité, on la sent bien. Alors, Philippe Collin, comment on passe d'un grand-oncle à ses deux frères? Alors, j'aime bien que vous ayez tissé autant de parallèles entre les deux livres, parce que ça a été conçu comme ça. Ça a été conçu comme un diptyque très rapidement. D'ailleurs, je racontais une histoire, une anecdote toulousaine. On est venu ici en novembre 2018 pour présenter Marcel Grob.
Et après la séance, nous sommes allés dîner et on a signé le contrat des frères Werner à Toulouse. T'es sûr que tu vas raconter ça? Voilà. Donc en fait, les frères Werner, le contrat d'éditeur a été signé à Toulouse dans un bar, tard la nuit, avec notre éditeur, C'est pas vrai. Sébastien Gnedy. Mais en fait, c'est important parce qu'en fait, ce que ça raconte, comme c'est une anecdote, mais ce que ça raconte, c'est que on avait commencé à travailler sur les Werner, en tout cas moi en préparation, avant que Sébastien ait quasiment fini Grob. Parce que l'idée était d'essayer de raconter deux jeunesses européennes face à face, une jeunesse française, une jeunesse allemande. Il y avait effectivement un lien personnel et familial avec Marcel Grob, qui était mon grand-oncle, évidemment, mais ce qui m'intéressait, c'était à la fois de raconter une histoire qui m'importait d'un point de vue familial, mais c'était plus encore de raconter ce que c'était que d'avoir 17 ans et d'être kidnappé par les nazis et d'être broyé par la guerre. Voilà, c'était un destin de jeunesse face à la Seconde Guerre mondiale. Et puis assez vite, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir 10-12 ans à Berlin en mai 1945 ? Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être responsable de ce qui s'est passé, de ne pas être responsable du NSDAP, du parti nazi, de ne pas être responsable de l'accession d'Hitler au pouvoir. Donc, être gamin, orphelin, en mai 1945 à Berlin, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on grandit dans ce monde-là ? Il faut savoir qu'il y a 2 millions d'orphelins en Allemagne en 1945, ce qui est immense, c'est gigantesque, 2 millions de gamins, c'est beaucoup. Et donc avec Sébastien, on s'est très vite dit, voilà, on va essayer de créer, non pas deux, c'est pas une série, c'est pas tome 1, tome 2, ils ne sont pas liés de ce point de vue-là, d'un point de vue narratif, mais c'était quand même l'idée de dire deux jeunesses européennes, une française, une allemande, et donc d'essayer de voir comment est-ce qu'on grandit face au sort de l'histoire quand on n'est pas responsable de tout ça. Et donc c'était assez facile pour moi de passer de Grob à Werner, puisque Grob c'était une histoire qui m'a pris beaucoup de temps, parce que c'est aussi un travail personnel sur ma famille, mais raconter ces deux histoires, c'était assez évident pour moi, en réalité, et de mettre face à face, voilà, cette jeunesse européenne face à des totalitarismes, en fait, face à deux idéologies totalitaires. D'un côté le nazisme, de l'autre côté le communisme. Il y a quelque chose qui nous excitait aussi très vite, aussi, c'est de pouvoir aussi raconter une histoire continuer à raconter l'histoire de l'Europe, mais effectivement sur plusieurs décennies, et d'arriver très vite dans ces années 70, qui est un peu le climax de la guerre froide. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a eu envie d'être assez vite de se challenger, d'aller sur un récit plus complexe que celui de Marcel Grob. Marcel Grob, il était compliqué pour des raisons très, très singulières au récit. C'est qu'il fallait effectivement être sur une ligne de crête. Voilà, c'était une écriture... je pense qu'heureusement qu'on était deux. Je pense que quelqu'un tout seul aurait pu vraiment se planter. Donc, je pense qu'on était vraiment sur un fil tout le long de l'écriture. Mais là, effectivement, sur la batterie des frères Werner, on a vraiment eu envie, effectivement, de se dire allez, on va pas le faire comme Marcel, on va mettre plus de choses, on va mettre des oppositions à plusieurs niveaux. Et avec des personnages à plusieurs âges, comme ça on les retrouve, ils ont changé, ils sont en évolution complète, ils ont des objectifs qui changent en fonction des décennies. Tout ça nous excitait beaucoup. Alors moi c'était pas forcément à ce moment-là que j'avais imaginé la poser, mais ça c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, je crois. Vous avez tous les deux parlé d'écriture commune. Alors, c'est une question hyper classique qui est posée au couple d'auteurs. Très clairement, sur la page de garde, il est indiqué dessin et récit pour identifier les rôles, mais vous avez immédiatement, Sébastien Goethals, parlé d'une écriture commune. Comment ça fonctionne, une écriture commune? Vous avez des rôles très clairement identifiés a priori, mais comment tissez-vous les choses? C'est vrai que c'est pas facile de même sur le livre, de la nomenclature, de la façon dont voilà, on va pas faire un générique en racontant toutes nos étapes chacune. Donc on fait un récit de Philippe Collin et Sébastien Goethals, ça nous va très bien. À Philippe le choix du sujet, puisqu'il a cette musculature d'aller chercher toujours des sujets chaque semaine, et cet exercice pour la radio. Donc il a cette musique de l'époque aussi, il sait ce qui intéresse les gens, et du coup, moi je lui fais complètement confiance là-dessus.
Et ensuite, pour Marcel Grob, donc du coup, c'est notre éditeur qui nous a mariés. Et parce que Le Temps des Sauvages, dont vous parliez tout à l'heure, était déjà une adaptation d'un roman. Et il avait trouvé que j'avais fait un travail d'adaptation qui n'était pas mauvais. Et quand Philippe a amené cette première version de Marcel Grob, il a suggéré que Philippe travaille avec moi. Il est venu à Toulouse, Philippe, il a fait preuve de beaucoup d'humilité. Moi, je tiens à le dire. Voilà, c'est pas toujours. C'est pas toujours le cas. Non, mais c'est plus le mouvement général est plutôt d'aller à Paris plutôt que voilà, de venir en province, dans les territoires. C'est une blague entre nous. Voilà. Ouais. Pardon. Ne soyez pas exclus. Enfin, ne soyez pas exclus. J'explique la blague. Voilà, c'est que la nouvelle façon de dire la province, c'est les territoires à Paris. Voilà. Ouais. Sachez-le, on vit en territoire. Voilà. Les territoriaux pour parler voilà, du coup, Philippe est venu à Paris, puis là, évidemment, on a vu qu'on était très complémentaires dans notre savoir, voilà, et dans la façon qu'on avait d'écrire. Et puis moi, voilà, son humilité m'allait bien. Je crois que j'ai un ego qui est assez calme aussi, qui nous a permis de travailler ensemble très rapidement. Et pour répondre clairement à votre question de comment on fait, en gros, on sait les parties communes où l'autre est plutôt bon. Et du coup, on ne s'interdit rien, Philippe et moi. C'est-à-dire que moi, je peux intervenir sur les dialogues, il peut intervenir sur la structure. Enfin, on crée tout à deux. Et puis, on va dire qu'on a confiance dans l'autre quand on arrive sur le terrain qui est un peu plus, où l'autre domine un peu plus, domine un peu plus le sujet, disons. Voilà. Il y a une telle confiance entre nous qu'en fait, ça se fait très naturellement. Voilà. Et au final, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un document qui est très écrit, au point que on peut presque imaginer, moi qui ne dessine pas du tout, là pour le coup, c'est le dessin, c'est Sébastien, on peut presque imaginer, moi j'arrive à imaginer à quoi ça peut ressembler. En fait, je suis toujours émerveillé de recevoir les planches de Sébastien, parce que c'est toujours un émerveillement, absolument. Et en même temps, je sais, c'est tellement découpé, tellement précis le document qu'on a fini par pondre tous les deux, que c'est à la fois un plaisir, un émerveillement et comment dire, un plan raccord. Quoi. Je me dis, ok, je savais que ça allait être comme ça. Et c'est comme si on faisait le point quoi, sur quelque chose qui devient flou et puis ça devient net. Voilà. Et c'est vrai que c'est un document qui à la fin est très très détaillé. Sébastien m'a donné des astuces, parce qu'il me parle d'humilité, mais moi je peux parler de la grande générosité de Sébastien aussi, de m'apprendre à travailler, de m'apprendre à écrire pour de la bande dessinée. Ouais, c'est une narration particulière. Absolument. C'est quand même, il y a écrit récit, mais un récit à l'image. Et il y a des règles, il y a même des règles d'or, voilà, donc je ne vais pas révéler parce que c'est comme un secret. Non, mais on en parle mais en fait, donc, il y a des règles qui sont établies et qui sont assez techniques en réalité. Et donc au final, un exemple quand même alors. Un exemple, moi, je vais donner une petite règle que tu m'as donnée, qui franchement je ne vois pas le métier, je pense, mais c'est un truc très efficace qui est une ligne, une case, une action. Ça c'est très important pour comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que on n'a pas le temps de perdre de temps dans la bande dessinée aussi, donc on peut parfois en perdre, mais il faut être c'est pas une image qui bouge. Hein. Donc en fait, ce que m'a appris Sébastien, c'est qu'en fait la case doit dire quelque chose. La case doit être une action. Donc, et après, dans cette action-là, on peut rajouter ou du dialogue, ou une description de ce qu'on y voit, etc. Mais moi, je n'avais pas ça en conscience au départ. Sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est à l'os en faisant ça, et que du coup, on est très efficace. Et au départ, c'est presque un squelette très fin. Une ligne, une case, une action. Une ligne, une case, une action. Dans un récit avec un souffle romanesque, bien sûr. Mais au départ, c'est très petit, c'est très ténu. C'est un petit squelette. Et après, on le fait grossir. C'est-à-dire qu'on décrit qu'est-ce qu'on voit dans cette case. Il y a une action, mais qu'est-ce qu'on voit ? Et puis, qu'est-ce qu'on fait dire à tel personnage ? Et ça, c'est lui qui me l'a appris. Je me suis arrivé complètement novice et effectivement avec une grande humilité. Et ça, il me l'a confié. Et donc, à la fin, on a un document qui est très... c'est pas de la littérature, mais c'est très écrit. Et on sait ce qui se passe dans chaque case. On sait ce que chaque personnage dit dans chaque bulle. Et effectivement, c'est un document qui est très... Et on sait l'idée qu'on doit faire passer, absolument. Voilà. Enfin, ça, c'est de pas rater. C'est le départ, mais voilà. C'est juste pour finir, après je vous laisse, mais c'est que même quand Philippe dit après j'ai en charge le dessin, de la même manière, moi je montre à Philippe évidemment les dessins et on en reparle
Et s'il y a quelque chose à améliorer, évidemment, je l'améliore. On s'en est, juste pour dire, sur Marcel Grob, on s'est rendu compte à un moment sur une scène que ça allait un peu trop vite et qu'il fallait qu'on temporise. Moi, j'ai refait 2 pages. Enfin, c'était sous la suggestion de Philippe, mais il avait évidemment raison. Enfin, je veux dire, effectivement, quand il y a... On n'est pas en train de se disputer comment dire, on n'est pas en train de se disputer un espèce de final cut qui n'existe que dans des endroits où il y a énormément d'ego, qu'on n'est pas là-dedans, quoi, du tout. Il y a un autre détail qui m'amuse, parce qu'en fait, on avait une angoisse, il y a une grande ellipse de temps sur les frères Werner, parce qu'on les rencontre à Berlin, ils ont 8 et 10 ans, ils sont orphelins, juifs, tous les deux. Bon, et il y a 40 pages qui sont une espèce de grand prologue pour essayer de donner de l'épaisseur au caractère et aux personnages. Et puis arrive 74. Et moi, j'avais une angoisse terrible, c'est de me dire, le lecteur, il va donc voir des enfants, des adolescents qui grandissent, mais je me dis, il y a quand même un saut temporel de 15 ans, 12 ans. Et comment on fait pour que, à la première page, le lecteur sache que c'est bien Konrad Werner, quoi, qu'on se dit, bah, c'est qui, lui, je comprends pas, etc. Et donc, je me prenais la tête, je me dis, parce que c'est très dur et tout ça. Et tout d'un coup, j'étais en train de mater un film de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique. Et en fait, il y a donc une grande ellipse de temps également. Et là, je vois le coup de génie de Léon, c'est qu'il met un grain de beauté au gamin qui fait De Niro quand il est petit. Et du coup, je me dis, génial. C'est du coup, on voit De Niro âgé dans un miroir, dans un reflet de miroir, et on voit le grain de beauté. Et évidemment, en une seconde, le cerveau a compris que c'est le même personnage, qui avait 12 ans et qui a 30 ans. Donc j'appelle Sébastien, je dis, est-ce que tu crois qu'on peut pomper un truc à Sergio Leone? Pas de problème. Surtout, ça aurait été dommage. Voilà, quel dommage ça aurait été si j'avais dit, attends, Coco, le dessin, c'est moi. Tu touches pas au dessin. Je suis avancé un peu comme ça, un peu sur la pointe des pieds, parce qu'à la fois c'est son domaine, et puis je me dis, est-ce que je vais me chourer le truc à Léon, c'est quand même un peu limite, quoi. Je me dis, mais non, pas du tout, c'est une très bonne idée, on va le prendre, on va mettre le grain de beauté. Du coup, c'est pour ça qu'on va dans un grain de beauté. D'autant que Léon l'avait probablement chouré ailleurs, parce que quand même, la résolution graphique de l'ellipse, c'est une histoire du cinéma qui est dit être un art de l'ellipse, en plus, c'est vraiment... Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je pensais en termes de storyboard quand vous étiez en train de décrire la façon dont vous avez fonctionné. En tout cas, ce qu'on voit très très bien, c'est leur complicité, évidemment. Et alors, c'est quoi? C'est pas un grain de beauté, c'est quoi du coup? Non, c'est un grain de beauté. C'est justement, l'idée, c'est que j'ai pas refusé son idée. Donc c'est bien le dessinateur. Alors là, pour le coup, oui, là, ça va loin dans le. Ouais, c'est un grain de beauté, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est efficace, que du coup, le gamin, il est identifié à 8 ans avec son grain de beauté, et quand il est adulte, on reconnaît, donc ça marche très bien. Bon, après, il a voulu que je change la coupe de cheveux sur 60 pages. J'ai fait, attends, là, on arrête. Ça aurait été plus délicat. Alors, justement, topographie toujours, enfin, parce que là, il y a une topographie des visages, mais topographie toujours. Ce livre s'intitule La patrie des frères Werner. Et cette patrie, c'est l'Allemagne. Mais en fait, c'est d'abord, si on peut dire, la RDA, quand même, qui est placée au cœur de la géographie du récit. Et ça, c'est quand même un choix qui est un choix extrêmement intéressant et qui renvoie, moi, qui m'a fait penser à toute une série de plongées actuelles. Je pense à Nicolas Offenstadt, à tout le travail que fait Nicolas Offenstadt sur ce qu'il appelle donc un pays non pas perdu, mais disparu. Il a fait 2 livres, puisqu'il y a un pays disparu. Puis il y a aussi un livre où il va faire de l'urbex, c'est-à-dire de l'exploration de lieux industriels désaffectés, où il circule, il fait des photographies. Et là aussi, c'est très graphique pour le coup. Alors... du coup, et je vais recommencer par le côté graphique, comment on dessine un pays disparu? Le décor, les objets, enfin... En fait, on a eu de la chance, mais Philippe connaissait Clara Fröhlich, qui était une documentaliste, qui travaillait avec Philippe sur Arte. Et on lui a demandé effectivement de faire un premier travail de documentation, ce qui, moi, m'a permis de m'appuyer dessus pour être certain d'avoir avoir les bonnes images, pas des images un peu reconstituées, fantaisistes, un petit peu de la RDA. Donc c'est un gros corpus iconographique. Oui, tout à fait. Donc voilà, ça c'était la base, effectivement. Je n'ai pas voulu regarder des films où déjà il y avait eu de la reconstitution, des films qui existent de fiction. Mais voilà, j'avais envie de partir du travail de Clara, c'était très intéressant. Et puis après, il y a le fond Getty, il y a des images aussi, il y a quand même beaucoup d'images qui existent
de la RFA. C'était moins compliqué que sur Marcel Grob, où là, vraiment, le référencement de la documentation sur la Seconde Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, pardon, est parfois très fantaisiste, en fait. Ouais. Philippe, tu veux... Non, c'est toi qui vas en parler. Alors, je ne sais pas si on parle de ça maintenant, mais parce qu'on peut parler de ça, des choix que tu as fait sur Vous êtes libre, hein, totalement. la vie, parce que ça fait partie de la question posée. Ah oui, tu as raison, Tu peux sur expliquer ça la disparition, sur le pays disparu et en partie effacé. Moi, j'avais l'idée, pour représenter le passé, comme ça, je voulais absolument pas tomber dans le cliché. Enfin, tomber dans le cliché, non, c'est méchant pour les gens qui le font, mais j'avais envie de trouver autre chose, tout simplement, de pas être, d'aller un peu plus loin. Je voulais pas faire du sépia, raconter en sépia, dans cette façon-là, le passé. Et je voulais pas renvoyer à la RDA une image qui est une image triste, enfin imposée, ce sentiment triste. Je voulais qu'on partir de quelque chose de réel, parce que c'était pas forcément triste pour les gens qui le vivaient, enfin pas pour tout le monde en tout cas. Mais moi, mon idée graphique était vous savez, ces affiches qu'on laisse à l'arrière d'une voiture ou qui restent trop longtemps sur un mur. On a la sensation qu'une des couleurs est partie. Pas toutes, il en reste encore un petit peu, mais c'est souvent bleu ou c'est souvent rose. Enfin, généralement, le jaune part en premier. Voilà. Et moi, je trouvais que pour raconter les années 70 et pour raconter ce pays qui est en train de s'effacer, moi, ça me semblait pertinent. Voilà. Et je vais ajouter, qui fait aussi écho à ce que tu viens de dire, c'est qu'on a une image construite après coup, ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand on se tourne vers le passé et qu'on n'est pas historien comme Olivier. On a toujours le prisme du présent qui vient déformer le passé. Donc, comme la RDA s'est effondrée, qu'elle a disparu, qu'elle appartenait au bloc de l'Est, qu'elle était de l'autre côté du mur, on a une image de ce monde-là qui est assez effectivement triste, presque du noir et blanc, comme ça, c'est un peu ou gris, comme ça. En fait, c'est pas vrai du tout. Dans les années 70, c'est très coloré, la RDA. Il y a des images où, effectivement, et d'ailleurs, il faut savoir que cette décennie, elle est... Bon, ça reste une dictature politique, évidemment, et policière, mais c'est la décennie où c'est assez facile de vivre en RDA. On est sorti de la crise économique qui a ravagé l'après-guerre en Allemagne. Erich Honecker, qui est donc le dirigeant de la RDA, arrive au pouvoir en 71, il est assez jeune. Il y a la main tendue de Willy Brandt, qui est donc le chancelier ouest-allemand, qui va opérer un rapprochement entre les deux pays. Il y a un traité fondamental qui va être mis en place, donc des aides financières vont arriver en RDA. Donc on mange à sa faim en RDA, on fait attention à l'éducation des enfants, etc. Donc c'était pas pour, tout soudain avoir une version un peu idyllique de l'RDA, du tout, c'est pas l'objet. Ça reste une dictature, je le redis. Mais c'était aussi dire attention, on a une vision très déformée à partir de ce qu'on a vécu tous ensemble après la chute du mur. C'était comme ça, une espèce de bloc verdâtre ou grisâtre. Pas du tout. Quand on regarde les archives, les 70s en RDA, c'est très coloré, ça pète de couleurs. Et donc l'idée qui était excellente, je trouvais, c'est que ces couleurs étaient passées au soleil du temps, on va dire. Hein. Et tout d'un coup, elles étaient un peu délavées, elles étaient un peu abîmées, un peu pâlies. Et du coup, c'était l'idée de mettre ces lavis comme ça, qui venaient faire un poster d'une chambre d'ado des 70s qui auraient été au soleil et qui auraient un peu passé. Quoi. Ce qui donne un charme, je trouve, ça je peux en parler parce que je ne suis pas responsable de ça, ça donne un charme au récit, un charme à la fois où on se dit, tiens, c'est comme si on avait raté quelque chose, hein, ou une époque un peu lointaine qu'on aurait un peu oubliée. Voilà, c'était important qu'il y ait aussi cette couleur un peu diluée, quoi, voilà, délavée un peu. Voilà. Et ça a aussi un autre avantage, merci beaucoup Philippe, mais ça a un autre avantage aussi, c'est que quand on ne fait pas exactement la couleur de chaque image, de chaque objet, qu'on n'est pas dans une couleur, mais qu'on est plus dans une couleur d'ambiance comme ça permet au lecteur aussi de lui-même aller finir l'image et créer sa réalité. Et quand il fait ce mouvement-là, en fait, il s'implique beaucoup plus dans l'image. Oui, ça comme dans le noir et blanc, en fait. quand on met les couleurs soi-même, Voilà. en fait. Oui, ça donne des... Voilà, c'est du poster délavé, en fait. Vraiment, c'est... Bon, ça... Et ça crée une atmosphère, en réalité. Et qu'on fait changer au fur et à mesure du récit, parce que Sébastien a aussi une autre idée que j'aime beaucoup, qui m'a apprise, et puis qui marche très bien sur le Grob également, c'est... Sébastien m'a toujours dit, une couleur, c'est une émotion.
Et il m'a dit, mais en fait, j'ai bien compris ton projet de départ sur Grob, c'est de faire vivre aux lecteurs et aux lectrices ce qu'a traversé Marcel pendant ce voyage. Donc il m'a dit, tu sais, on pourrait peut-être poser des lavis différents, donc une sorte de filtre, en fonction des émotions que traverse Marcel dans son récit. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quand c'est bleu, il fait froid. Quand c'est vert, c'est un peu rassurant. Quand c'est orange, ça fait un petit peu peur. Quand c'est rouge, ça peut être très dangereux, etc. Et c'est très subtil. Mais ces petits avis posés comme ça sur les pages du récit donnent à la fois du rythme, bien sûr, mais ça donne aussi un sentiment de ce que peut ressentir un gamin de 17 ans dans cette espèce d'enfer qui était la Seconde Guerre mondiale, surtout à la fin. Et ça marchait bien. Et là, c'est un peu la même chose, en fait, parce qu'on voit qu'il y a des changements de couleurs. C'est aussi lié à la tension qui traverse le récit. Ou au jour ou à la nuit, par exemple. Voilà. Et c'est assez utile pour ça, parce que comment dire, le lecteur peut s'en emparer presque malgré lui. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est un truc qui est presque impensé, en fait. Mais il y a une vraie scansion chromatique. Alors ça moi, j'ai trouvé ça très intéressant, parce que c'est pas forcément celle qu'on attend. À la fois dans les gammes dominantes, c'est ce qu'on attend, intérieur-extérieur, par exemple, jour-nuit, c'est très vrai. Passé-présent, c'est moins vrai. C'est même pas du tout ce qui est travaillé. Et puis cette scansion chromatique pour faire vite et gros, les couleurs froides plutôt pour l'intérieur et la nuit, etc. Mais en fait, Dieu merci, j'allais dire, on n'est pas dans le systématique. Et il y a des décalages assez subtils qui se produisent pour justement donner cette fois-ci une scansion aux pages et pas simplement aux ambiances. On quitte les ambiances pour essayer d'aller vers les émotions, mais aussi pour que le lecteur... Alors, au début, on ne s'en rend pas du tout compte. Et on n'y fait pas forcément attention. Et puis après, on se dit, tiens, mais comment ça a fonctionné, le fait que je suis quand même pris par ce jeu du passé et du présent. Et la concordance des temps, elle s'exerce par le chromatisme, mais je répète, subtil, un peu décalé. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, c'est dès le début. Merci beaucoup, mais quand je vous entends raconter ça sur les couleurs, je me rends compte aussi que c'est tout ce qu'on a cherché avec Philippe. Ça marche. Avec ce qu'on cherche depuis Marcel Grob, c'est qu'on ne sente pas les choses, qu'on ne sente pas l'effort, qu'on sente... Voilà, de nous cacher derrière le récit, derrière les personnages. Quoi. Et alors, toujours pour évoquer ce pays disparu, il y a quelque chose qui est très classique dans l'évocation des dictatures et qui peut être utilisé de façon plus ou moins légère, mais qui ici, j'ai trouvé l'usage intéressant, et je voudrais que Philippe Collin nous en parle, c'est l'humour. Parce qu'il y a un humour des lieux et des temps. C'est-à-dire, évidemment, il y a des blagues qui ne fonctionnent plus parce qu'on n'est pas dans le même pays ou qu'on n'est pas dans le même temps. Et ici, il y a deux vannes, pour le dire comme ça, deux blagues, dont une est récurrente. Oui. Et récurrente, elle va même servir d'outil de séduction en plus. Donc, alors là, je laisse la parole à Philippe Collin, parce que comment on fait quand on veut utiliser une blague, qui est aussi une façon, évidemment, de produire de l'image dans la narration pour renvoyer un passé et jouer avec. Alors cette blague, je vais la raconter rapidement, mais c'est une blague que m'a raconté un vieux juif de l'Europe de l'Est il y a longtemps. C'est de l'humour juif, voilà. Et j'ai toujours eu ça en tête d'essayer de la replacer quelque part. Je vais raconter rapidement la blague en 2 secondes. Je ne suis pas très bon raconteur de blagues, mais en gros, ce sont deux jeunes juifs résistants qui sont à Prague. Et on leur informe que Hitler va passer dans un convoi près du marché aux fleurs de Prague. C'est une information confidentielle, donc ils ont l'occasion de monter un attentat, de se débarrasser d'Hitler, enfin. Donc ils sont armés, ils ont un vieux pétard et une vieille mitraillette, et ils se donnent rendez-vous à 12:15, là où doit passer le convoi de Hitler. Donc ils sont prêts, ils sont très nerveux, ils ont peur, évidemment. Le pétard, on ne sait pas trop si ça va fonctionner, bon... Et puis ils sont là, ils attendent tous les deux. Et puis 12:15, ils sont en position. 12:10, la tension monte, ils ont la trouille. 12:05, les mains sont moites, le cœur bat très fort. Midi. Pas d'Hitler. 12:01, toujours pas d'Hitler. Ça peut s'inquiéter, bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Et tout. 12:05, toujours rien. 12:15, pas la trace d'un convoi. 12:20, le plus jeune dit au plus vieux, dis donc, j'espère qu'il n'y a rien arrivé quand même. donc, voilà. Et en fait, ça, on l'a raconté il y a très longtemps, que j'étais à la fac à Brest, pour tout vous dire. Et fac d'histoire. Je m'étais toujours dit, il faudrait que je la replace quelque part. Et je me disais, tiens, dans l'objet qui sont ces 2 orphelins juifs allemands,
il y avait plusieurs vertus à cette blague. C'est qu'à la fois, c'est dire qu'est-ce que c'est que avoir 20 ans aussi en RDA. On peut aussi raconter des blagues, vous voyez. Donc ça, c'était une première chose. Et puis il y avait une manière, parce que les deux frères, alors ça c'est un peu compliqué de rentrer dans le récit comme ça, mais ils sont juifs. Il y en a un qui cherche à un petit peu l'oublier pour rentrer en adéquation avec l'idéologie communiste, qui fait que en ex-Allemagne de l'Est, on n'a pas vraiment insisté sur l'aspect de la Shoah, on a plutôt évoqué l'aspect genre humain face au nazisme. Donc on a gommé l'aspect juif du massacre hitlérien en Europe de l'Est, notamment en ex-RDA. Et donc il y a un des grands frères qui comment dire, adhère à cette vision des choses, et le jeune frère, Andreas, pas du tout. Ses parents étaient juifs, ils sont morts en camp, à Ravensbrück pour sa mère, donc il veut revendiquer cette identité. Donc c'est une manière aussi pour eux deux de raconter cette blague, et en fait le jeune frère, c'est Andreas qui raconte la blague et fait rire le grand frère là-dessus. Donc c'est une manière aussi de les mettre ensemble, et Sébastien a une très bonne idée qu'on a évoquée ensemble. Il dit, mais en fait, il faudrait créer un décalage entre cette blague et ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça rajoute évidemment au burlesque et aussi à la situation de ce que c'est qu'être sous-officier en formation en ex-RDA. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils défendent la ligne. Ils sont sur la ligne de front, enfin de la frontière est-allemande, et ils sont là pour empêcher les capitalistes de venir pénétrer la RDA. Et donc du coup, ça crée un moment très particulier de 3 pages un peu étrange, où tout d'un coup, à la fin, je vous ai entendu un peu rire quand même à cette blague, le lecteur se retrouve pris au piège quasiment de cette dictature, où effectivement ils protègent le bloc de l'Est, ils sont armés, et cette blague fonctionne. Voilà, c'est aussi un quotidien qu'on voulait raconter, et de faire grandir ces deux frères. Alors, je pourrais parler pendant des heures, parce que c'est important, le développement psychique et intellectuel des deux frères, qui vont évidemment être l'un contre l'autre. C'est aussi une affaire de trahison, ce roman graphique. Mais bon, en tout cas, ce moment, c'est un moment aussi de fraternité. On a tous un frère ou une sœur, enfin, pour beaucoup d'entre nous en tout cas. C'est des moments où on se raconte des blagues entre frères et sœurs. Vous voyez, ça fonctionne, quoi, ça donne du lien entre les deux, quoi. C'est le petit frère quand on au grand frère. Le petit frère, il est hyper content parce qu'il a fait rire le grand frère. C'est quand même son grand frère, donc il le fait, il est fier, etc. Et tout. Donc, ça crée aussi une unité entre deux. Voilà. Et en même temps, on est sur la ligne. Et la couleur dominante est une couleur dominante, on va dire, très défense de la patrie du socialisme, oui. face aux ennemis. Et étant sur la ligne, etc., cette blague, elle vient créer ce que vous évoquiez tout à l'heure à propos d'une RDA qui était aussi une prospérité socialiste, pour le dire comme ça, c'est-à-dire l'ambivalence. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment on peut, par le récit et l'image, travailler à l'ambivalence des situations, qui est la pédagogie des contraires. Hein. Et donc on y arrive. Des contrastes. À part les contrastes. Non, mais c'est vrai, des contraires et des contrastes, parce que en fait, on retrouve en fait ce qui fait aussi la qualité d'une bonne image dans cette séquence. C'est intéressant qu'on vous en parliez, parce que effectivement, il y a une opposition entre ce qu'ils sont en train de faire, leur ennui, leur souffrance, etc. Et puis d'un coup, un jeune frère comme ça qui amène de la légèreté. Et tout à l'heure, vous parliez du titre de la patrie aussi, de frère Werner, et la patrie illustre là aussi effectivement la question de la patrie chez ces deux enfants orphelins juifs. Effectivement, et avec Philippe, on disait, mais ce qui est beau, c'est qu'aussi la patrie, ça peut être aussi leur pays à eux, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi leur... c'est une patrie à deux, quasiment. Oui. Et en fait, dès là, il y a une préparation aussi dans cette chose très légère de quelque chose, je ne dis pas plus, mais qui va venir les séparer tout doucement au fil des décennies qu'on parcourt. Oui. Et effectivement, leur patrie, c'est d'autant plus leur fraternité qu'ils sont orphelins. C'est-à-dire que la patrie, c'est la terre des pères, logiquement. Et ils sont orphelins. Et d'ailleurs, il est parlé et il n'est dit à propos de la disparition des parents que celle de la mère. Je ne sais pas si vous avez remarqué en l'écrivant, évidemment. Non, mais, donc ça, c'est donc intéressant, parce que du coup, la patrie est incarnée, la terre des pères est incarnée par ça, ou alors par le fait de tuer le faux père, hein, qui est un ancien SS. Et puis on peut se dire... C'est un meurtre du père aussi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais enfin, là, c'est là, on a Ouais. l'analyse psychanalytique. Non, mais Mais je ne veux c'est pas aller là. évident, c'est Il y a une autre blague qui concerne, alors que là pour le coup, vous avez compris que c'est un très bon conteur, il se cache, mais évidemment que ça fonctionne. Cette autre blague est un dialogue à propos de musique. Alors moi, Oui. ça m'intéressait particulièrement, évidemment. Et donc l'Allemande de l'Ouest, qui le reçoit, qui est la gérante d'un hôtel, hein, et qui reçoit un des deux frères le plus jeune. Oui, ils en rient déjà, j'espère que... Ah, parce qu'il y a une histoire. Alors, je vous laisse faire, alors. Je t'interdis de raconter la jeunesse de cette. Non. Vous en avez trop dit. Non, mais en fait, la blague, c'est que je me disais. Racontez la blague. Bon, oui, on va raconter la blague. Mais en gros, ça se passe à Hambourg. Hein. Ce match de football de la Coupe du Monde 74 a lieu à Hambourg. Donc, la délégation est-allemande est logée tout près de Hambourg. Et évidemment, ils vont vouloir faire le mur pour découvrir un peu la vie à l'ouest de la nuit. Et donc Andreas, qui est donc infiltré comme espion de la Stasi dans l'équipe est-allemande, se trouve avec une discussion avec la patronne de l'hôtel, qui est plutôt, s'appelle Steffi Herzog, et qui est plutôt favorable à la réconciliation allemande. Donc elle est très charmée par le fait qu'ils veuillent faire le mur, et puis s'amuser dans Hambourg. Et elle lui dit, donc il y a une boîte de nuit extraordinaire, où il faut y aller parce que c'est à la fois c'est un moment de plaisir, mais surtout c'est là où les Beatles ont commencé. C'est-à-dire qu'on l'ignore trop souvent, mais au départ ça se passe pas très bien pour les Liverpool, pour les Beatles à Liverpool. Et donc ils vont commencer à percer vraiment à Hambourg. Ils vont percer en Allemagne d'abord, les Beatles. Donc c'est dans cette boîte de nuit. Et donc elle lui demande, mais est-ce que vous connaissez les Beatles? Et lui, ça va faire d'y penser, mais lui il dit ouais, je connais qu'un titre, qui est Back in USSR. Et en fait, et ça m'a fait rire tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, le mec, il va faire une sorte, parce qu'il y a déjà une sorte de situation de drague qui s'installe entre les deux, évidemment, et donc il y a de charme qui naît là. Et je me dis, évidemment, il va faire un bon mot. Il a un côté, c'est le petit frère, il a un côté fripouille, il a un côté dragueur, mais charmant, comme la blague qu'il a fait à son grand frère. Donc, évidemment, il cherche une vanne, quoi. Et je trouve ça assez drôle qu'un mec qui vienne de l'Est dise ouais, je connais qu'un titre, c'est Back in USSR. Bon, voilà, mais ça dit aussi. C'est une invention, ça, pour le coup. C'est une invention. Ah, bah C'est une voilà. invention, c'est une invention. Donc là, il y a un copyright. Pour C'est le une coup, invention, c'est une invention. heureusement que Sergio Leone est mort parce qu'il ne peut pas te la piquer. Donc il y a un copyright. Voilà. Ouais, c'est une invention. Mais voilà, mais cette blague, elle dit aussi parce que ce qui est important dans alors c'est une blague, mais ce qui est important dans cette séquence, c'est qu'il faut revenir au contexte. Et en fait, on essaie toujours de travailler avec Sébastien sur il y a un contexte géopolitique important, qui est l'histoire avec un grand H, comment ça descend ici dans la vie des gens. Hein. Le contexte, c'est quoi? Je l'ai évoqué, c'est donc Willy Brandt, qui est chancelier ouest-allemand, qui est donc la première fois que le pays va être dirigé par un socialiste depuis la République de Weimar. C'est pas rien, c'est vraiment la fin. D'ailleurs, quand Willy Brandt arrive à la chancellerie, il lui dit voilà, Hitler a vraiment perdu. Hein, puis c'est en 69, hein, c'est longtemps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il va tendre la main à la RDA. Il va donc même reconnaître la RDA comme pays existant, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc c'est vraiment important parce qu'il y a un contexte de réconciliation, enfin en tout cas de reconnaissance mutuelle qui naît à ce moment-là en 70, 71, 72, 73, 74. Or, il y a un problème, c'est que cette politique qu'on appelle l'Ostpolitik, qui est la politique de l'Est, mise en place par Willy Brandt, va être très très fortement contrariée et conspuée par la droite ouest-allemande, parce qu'en avril 1974, donc 2 mois avant le match de football dont il est question, Gunther Guillaume, qui est donc le directeur de cabinet de Willy Brandt, se révèle être un agent infiltré de la Stasi. Donc c'est un immense choc en Allemagne, ce qu'on appelle l'affaire Gunther Guillaume, qui va contraindre Willy Brandt à démissionner et à quitter la vie politique allemande. Enfin, il va rester à la tête du SPD, qui est le Parti socialiste, mais il n'aura plus de responsabilité. C'est pas rien, hein, c'est-à-dire qu'en Allemagne, c'est un choc, et en Europe d'ailleurs, parce que tout d'un coup, on pense qu'on va vers une réunion de l'Allemagne, et en fait, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une manipulation de la RDA, ils ont réussi à infiltrer le DIRCAB, et c'est un agent de la Stasi, donc c'est un vrai problème. Le match a lieu 2 mois après, on va s'imaginer le contexte. Mais ce que dit Steffi Herzog, c'est que la réconciliation passe par les hommes et les femmes. La réconciliation allemande passera effectivement par 2 États qui pourront un jour peut-être se réunifier, mais elle passera par les personnes. Elle passera à hauteur d'hommes et de femmes. Et donc cette blague, elle a cette vertu-là, c'est que tout d'un coup, il y a une tension monumentale entre les deux. Ils arrivent de l'Est, dans cet hôtel de l'Ouest.
personne se connaît, tout le monde se regarde en chaîne faïence, on a un petit peu peur. Ils sont allemands, mais ils n'ont pas le droit de se parler. Parce qu'il faut savoir que c'est interdit de parler à tout le personnel de l'hôtel. Ça, c'est les archives de la Stasi qui le disent. Ils n'ont interdiction de fraterniser. Mais malgré tout, ici, en fin de soirée, autour d'un verre, dans ce bar, ils boivent une bière et il y a une blague qui surgit. Et là, il y a un sourire, il y a une communion, il y a une fraternité. Et on se dit, ben oui, en fait, voilà, deux personnes qui boivent une bière, ils blaguent, ils dragouillent un peu, la blague surgit, il y a un rire, il y a un sourire. Voilà, comment tout d'un coup la réconciliation est aussi possible à hauteur d'hommes et de femmes. Et c'est elle qui prend ça en charge, quoi. Elle dit, mais vous savez, parce qu'elle, elle raconte tout. Elle dit que son père est mort à Stalingrad, contre l'armée rouge. Elle aurait toute raison d'en vouloir à l'Union soviétique, évidemment, d'avoir perdu son père en 1943 sur le front, à Stalingrad. Mais elle dit à Andreas, ce que je vois en toi, c'est raisonner la fatalité de l'histoire. Voilà, c'est tout, elle ne voit que ça. Et c'est ça qui est intéressant, elle dit, tu n'es pas responsable de la mort de mon père à Stalingrad. Donc on peut se réunir, on a le même âge, on peut essayer de passer à autre chose, on peut essayer de se réconcilier. Voilà. Et donc la blague vient aussi faire le vecteur de ce moment où l'humain reprend le pas sur le reste, en fait. Voilà. De la même manière, on a ce qui se passe parmi les joueurs de foot. Il y a une double admiration. Il y a l'admiration pour ces joueurs de l'Est qui sont professionnels, qui se battent. De l'Ouest, pardon. Oui, ces joueurs de l'Ouest, j'ai dit l'Est, oui. L'Ouest, les joueurs de l'Ouest qui sont professionnels, donc qui se battent pour obtenir une prime, à l'instar des Hollandais de 100 000 Deutschmark, mais qui effectivement ont quand même de l'admiration pour ces amateurs entre guillemets de l'Est, qui effectivement sont ouvriers, même s'ils ont des horaires aménagés pour s'entraîner, etc. Et ils ont quand même cette admiration pour l'abnégation dont ils font preuve, et puis pour effectivement se battre effectivement pour le maillot, quoi. C'est vrai que c'était tout à fait scandaleux qu'à l'Ouest, à l'époque, qu'ils demandent des primes de match, parce que vraiment avoir de l'argent pour aller jouer pour sa patrie, ça semblait complètement fou en 1974. Aujourd'hui, c'est autre chose, mais là. Et de l'autre côté, effectivement, je veux dire qu'effectivement, à l'Est, ils pouvaient voir aussi, par exemple à Berlin-Est, ils pouvaient voir les matchs d'équipe de l'Ouest. Et ils admiraient aussi beaucoup les joueurs de l'Ouest qui avaient... Ce qui est passionnant, Philippe connaît... La Stasi raconte une histoire. Dans les archives de la Stasi, il y a une chose qui pose vraiment problème à Erich Mielke, parmi tant d'autres. Qui est Erich Mielke? C'est le numéro 4 du régime est-allemand, et c'est le patron, on va dire, de la Stasi, voilà, qui est donc la police politique est-allemande. Donc c'est vraiment un des bras droits d'Erich Honecker, et qui va mettre en place d'ailleurs cette opération d'espionnage pour essayer de peser sur le match, qu'on appelle l'opération cuir pour le ballon. Action Leader, absolument. Et donc Mielke a un problème dans ces années 70, et c'est vraiment intéressant que Sébastien évoque ça, c'est que, vous savez, il va y avoir 110 000 agents de la Stasi dans les années 80 et 90 000 informateurs, c'est-à-dire sur un pays de 17 millions de personnes. Donc ça veut dire que chaque famille a un agent espion, de toute façon. Et il y a un vrai problème, c'est que dans les chambres d'adolescents est-allemands, donc ils ont accès aux chambres par l'espion ou l'agent qui observe cette famille, il y a beaucoup de fagnons, de supporters des équipes ouest-allemandes. Et ça leur pose un vrai problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire adhérer à la jeunesse est-allemande au club est-allemand. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que cette Stasi est folle, c'est qu'elle s'aperçoit qu'il y a des fagnons du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, du FC Stuttgart. Donc en fait, ils sont hyper passionnés, les gamins est-allemands, par le football qui se passe de l'autre côté du mur. Et ça, c'est un problème pour la Stasi et pour Erich Honecker, c'est qu'ils sentent bien que cette jeunesse-là, de l'autre côté du mur, elle est fascinée par un football qui est pas le leur. Alors, il faut imaginer qu'en 1974, c'est la RDA qui va gagner. Je ne vais pas rêver la fin, parce que je pense que ça... Qui va gagner ce match de Coupe du Monde. En fait, ce match de Coupe du Monde, c'est-à-dire que pour Erich Honecker et Erich Mielke, cette victoire de la RDA en 1974 contre les grands de la RFA, c'est des grands champions de l'époque, c'est Franz Beckenbauer, Paul Breitner, c'est les plus grands de l'époque. Ils vont gagner la Coupe du Monde. Ils vont être champions du monde 3 semaines plus tard. Et donc cette victoire-là, au-delà de la politique, on pourra en parler pendant des heures, mais aussi au niveau de la jeunesse est-allemande, c'est très important. Pour eux, c'est un miracle d'avoir gagné ce match. C'est un miracle, et ça va être D'ailleurs, j'évoquais une décennie qui est assez joyeuse. Cette victoire-là
va générer en Allemagne de l'Est une joie immense et une fierté de la jeunesse allemande. Ils ont 25-26 ans, les joueurs est-allemands qui jouent. Sparwasser, qui est le buteur, il a 26 ans. C'est des jeunes gars. Donc, vous voyez, nous, la jeunesse ouvrière socialiste, on joue comme des amateurs, on est ouvriers avant tout, paysans avant tout, mais on peut gagner contre le football bourgeois, quoi. Et ça, c'est hyper important pour la jeunesse, enfin, pour la propagande est-allemande sur la propre jeunesse qu'est la sienne. Donc voilà, c'est important qu'il y ait des fractures de chaque côté. Voilà, c'est pas deux blocs monolithiques qui s'affrontent. Il y a deux équipes qui vont s'affronter et qui résument la guerre froide, mais à l'intérieur des deux blocs, il y a des fractures, des subtilités, des conflits. C'est ça qui nous intéressait aussi. Voilà. Et ça renvoie au foot. C'était presque le dernier thème avant de vous laisser aussi la parole. Oui, le football. Alors là, moi, la Coupe du Monde 74, je l'ai vécu comme un tout petit. Hein. J'avais une dizaine d'années. Je me souviens très très bien de cette Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que, alors la mémoire... petit témoignage en passant, mais pour revenir à votre c'est la défaite des Pays-Bas. C'est le drame. Hein. Le 74 pour les supporters, on va dire, c'est la défaite des Pays-Bas, et en particulier de la génération évidemment de Johan Cruyff. Parce que les premiers à réclamer des primes de match, c'est les Hollandais. Absolument. C'est-à-dire que ce que fait Paul Breitner, qui est numéro 8 extraordinaire de l'équipe allemande, c'est qu'en fait, il appartient à cette génération de footballeurs rebelles, dont Johan Cruyff, qui se considèrent comme des travailleurs, l'air de rien, qui doivent être payés parce qu'eux font rentrer l'argent. Et donc, en fait, c'est pas, comme on pourrait le dire de nos jours, la revendication d'enfants gâtés qui réclament d'avoir des salaires mirobolants, c'est l'idée de dire ce sont les fédérations qui s'enrichissent et pas nous, alors que les travailleurs du football, c'est nous. Breitner, c'est une conscience de gauche. C'est très important de le dire. Parce oui, c'est important parce que... et c'est les 70s. C'est tellement les années 70. C'est-à-dire où vous avez une forme de prise de conscience dans ce football, mais que c'est vrai aussi dans la musique par ailleurs. C'est pas l'occasion d'en parler, mais grosso modo, pour dire ça, toutes les stars de ce qu'est l'industrie du spectacle se sont faites, entre guillemets, voler par le manager ou par les dirigeants de fédération dans les années 60. Et dans les années 70, c'est le réveil. Et de la même façon que, non pas les Beatles qui ont fini, mais les Rolling Stones ou Led Zeppelin, etc., réclament et obtiennent désormais d'avoir la même mise sur leur production en tant que travailleurs de la musique, pour le dire comme ça, c'est pareil pour les footballeurs qui ont un cerveau de conscience. Paul Breitner, c'est le Socrates allemand, ou le Cruyff allemand, c'est-à-dire cette génération de footballeurs qui ont une conscience politique, et une conscience et une revendication. Et ils le font. Et donc, évidemment, le choc pour les amoureux du jeu de l'époque et le romantisme, c'est que l'équipe de Cruyff est perdue. Mais évidemment aussi que c'est le moment où Gary Lineker va inventer sa phrase célèbre, le football se joue à 11 et à la fin, c'est les Allemands qui gagnent. Sauf que, quels Allemands ? Et c'est ma question. Oui, c'est bien après, mais sauf que Lineker est un contemporain des années 70. Ouais, il l'invente en 90-91, mais sauf qu'il est déjà joueur à ce moment-là et qu'il va voir cette finale qui a marqué toute l'Europe, cette défaite. Le match, moi ce qui m'intéresse dans le match, c'est qu'évidemment c'est l'acmé du livre, c'est autour de ça qu'il est construit. Et il y a deux questions pour moi, une question de mise en narration écrite et puis de l'image. Et comme d'habitude, je vais commencer par l'image. Comment on fait ? Parce que alors moi je trouve que dessiner le sport c'est absolument redoutable parce que c'est l'action dans l'action. Alors une case, une action. Avec le football, enfin le football, le rugby, le handball, enfin n'importe quoi. Alors bien sûr il y a le modèle Olive et Tom si on veut prendre pour le graphisme, hein, beaucoup plus tard en génération. Mais il y a là un cas d'école avec le but de Sparwasser. Ce but qui est évidemment, c'est un match qui se conclut par 1-0. Donc évidemment que le but unique, le but de la victoire, il est fondamental. Et ça se déroule sur 2 pages qui évidemment se font face, avec la résolution politique dans la page qui suit, hein, de mémoire, mais c'est mémoire récente. Donc comment vous avez fait pour écrire en images le football et le sport en général, et cette action particulièrement ? Là, pour le coup, c'est à peu près la seule chose qu'on n'a pas écrite. Je crois que là, c'est le seul endroit du scénario où il y avait Sébastien, débrouille-toi. Go Case 1, Sébastien, débrouille-toi.
Non, mais alors, bien sûr, bien sûr. Mais après, cela dit, ça a été découpé, réfléchi, etc. Bon, j'ai évidemment regardé, je ne sais pas combien de fois, la vidéo du match. Et en même temps, mon ambition, c'était de reprendre, parce que je suis taquin avec moi-même et je me lance des petits défis, de ne reprendre aucune image vidéo. Voilà. Et du coup, je regardais effectivement tout le déroulé de l'action. Et à chaque fois, je m'imaginais au milieu du terrain et à l'endroit qui me semblait le plus intéressant. Voilà. Comme on a 22 joueurs, on a 22 caméras à peu près. Donc, du coup, moi, je voulais me mettre à hauteur d'homme. Je voulais absolument être à côté. Et j'ai fait appel, moi, à mes souvenirs en fait, d'enfants qui jouent au foot. Et je courais souvent après la balle. Et j'étais souvent perdu. Et c'est ce que j'ai voulu, c'est la sensation que j'avais, c'est-à-dire au foot, mais je pense que ça arrive à tout le monde, et je pense même aux grands joueurs, d'être à un moment, on a la poitrine en feu, on n'a plus de jambes et on ne sait plus où on est. Et moi, c'est ce que je voulais ressentir, c'est ce que je voulais retrouver là, ce moment de panique là où les Allemands de l'Ouest ont attaqué comme des brutes pendant 80 minutes. Et cette sensation, un moment de contre-attaque, de quelque chose de fulgurant qui les dépasse complètement. Et ils courent après l'action, ils courent après le ballon, et c'est trop tard. Voilà, ça arrive en fait assez vite. Et voilà, mais en fait, c'était une séquence que je redoutais, que j'ai retardé le plus possible. Et quand je m'y suis mis, j'ai pris un immense plaisir en fait. Vraiment. Je vais quand même ajouter que pour ceux qui aiment le spectacle sportif, ceux qui regardent le match à la télévision, le football, c'est des images qui, moi, m'ont beaucoup frappé parce qu'elles sont inédites. Dans le sens où Sébastien met sa caméra, donc son pinceau et son stylo, là où la caméra ne peut pas aller. Quand tout d'un coup un corner est tiré, on est avec Paul Breitner dans la surface de réparation, on regarde le ballon arriver, par exemple. Et ça, c'est troublant parce que quand on a beaucoup regardé le match à la télévision, on connaît la grammaire du football à la télévision. On sait quels plans sont possibles, quels travelling sont possibles, quels gros plans sont possibles, quels plans d'ensemble sont possibles. Bon, là, on a tous les codes de la grammaire de l'image du foot à la télé. Et là, moi, j'ai regardé ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Heureusement qu'on a dit, débrouille-toi. Parce qu'il a fait un truc que j'avais jamais vu. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a un déroulé de football. Et pour tout dire, il y a beaucoup de gens qui ont lu cet album, qui ne connaissent pas vraiment le football, et qui ont été happés par ces 10 matchs, ces 10 pages, parce que le match fait 10 pages à peu près. Hein. C'était un moment, à la fois c'est l'Acmé, mais ça ne fait entre guillemets que 10 pages le match de foot. Mais ils ont été happés par ces 10 pages de match, parce que je pense que tu as trouvé un truc de découpage et d'être immergé dans le terrain de football. Oui, je l'ai un peu surdécoupé. C'est-à-dire quand on surdécoupe, c'est qu'on met beaucoup d'images alors qu'on pourrait en mettre que 3, on en met 6. Mais je trouve que ça avait un intérêt, que c'était justifié parce que l'album est quand même, au niveau de l'action, il est très cadenassé. Il y a des enjeux qui sont très forts, mais effectivement, il n'y a pas ce qu'on appelle de l'activité à l'image. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à part sur le port de Roscoff, etc., de Rostock. Roscoff, c'est... merci Philippe. C'est bon d'avoir une béquille comme toi. Je suis là. Voilà. Et du coup, j'avais vraiment envie, par contraste, on parlait du contraste tout à l'heure, de faire une séquence comme ça, très fluide, où d'un coup, ces 10 pages, j'espère, avancent très vite. Voilà. Et donne un coup d'accélération au récit aussi. Et la question que je voulais poser à Philippe Collin, il y a déjà répondu parce que c'était sur l'action de Leder, hein, c'est-à-dire sur cette opération cuir et la façon dont ça a été conduit. Mais malgré tout, en faisant gagner l'Allemagne de l'Est, qui a perdu quand même ensuite, et qui a donc qui est le pays qui n'a pas gagné la Coupe du Monde, mais qui le gagne, quel choix on fait dans le récit du coup de ce qu'est l'événement ? L'événement de cette Coupe du Monde, c'est ce match-là. Pour dire quoi des deux Allemagnes ? Qu'il faut faire attention toujours au piège de regarder le passé à l'aune du présent. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a commencé à évoquer ensemble il y a 10 minutes, c'est que ce match des deux Allemagnes pourrait se résumer de manière assez grossière par ce qu'on laisse entendre d'ailleurs, le match de la guerre froide. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, bloc de l'Est contre bloc de l'Ouest, deux monolithes, hein, avec deux visions du monde, ce qui est vrai. Mais c'est vrai en surface. Il y a ce qu'on ne sait pas en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les fractures qu'il y a de chaque côté.
Olivier a commencé à parler de Breitner. Breitner est vraiment intéressant parce que dans cette équipe ouest-allemande, qu'on peut considérer comme effectivement un bloc, qui serait le bloc du monde libre, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. Breitner incarne certes un homme qui a une conscience politique, mais il incarne aussi toute une jeunesse allemande de l'après-guerre. Il incarne une jeunesse allemande de l'Ouest, hein, donc du monde libre, antimilitariste. Il a une coupe afro à la Angela Davis, qui est totalement assumée. En fait, sa coupe afro fait écho à Angela Davis, qui est à l'époque pourchassée par le FBI. Hein. Il se targue d'avoir lu Mao et le Petit Livre Rouge. Il est hédoniste, il appartient à cette génération post-68, donc il aime picoler, il aime les filles, il aime les bagnoles, parce qu'il a aussi un côté matérialiste, il aime aussi le pognon. Bon. Ça, c'est pas du tout dans l'image qu'on peut avoir de la RFA conservatrice de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui est incarnée par Konrad Adenauer ou par Franz Beckenbauer. Voilà, c'est Franz Beckenbauer et Franz Beckenbauer qui incarne cette Allemagne, on va dire, entrepreneuriale, qu'on appelle le Kaiser, donc le César, hein, qui est à la fois une Allemagne offensive, libérale, patronale. Voilà, et ça dit que ce match-là, à la fois effectivement en affichage, mais face à face de vision du monde, et en réalité c'est beaucoup plus complexe de chaque côté, c'est beaucoup plus fracturé. Et pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, le mur de Berlin, on l'a tous à peu près connu dans la salle ce soir, je crois, il structurait l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il structurait l'Europe à la fois d'un point de vue géographique, c'était une sorte d'illustration du rideau de fer, et vous vous souvenez, on était tous d'un bloc ou de l'autre, on était de l'Est ou de l'Ouest. Bon. Et ça créait une sorte d'imaginaire. On appartenait à tel monde ou à tel monde. Bon. Et quand le mur s'est effondré, est apparu un horizon. Et on a cru, nous, qu'on avait gagné. Le monde libre avait gagné sur ce monde communiste exsangue, en ruine, à bout de souffle. On a cru qu'on avait gagné, que notre modèle était le bon. Hein, bon, on peut en reparler aujourd'hui de ça, de notre modèle qui est le bon. Bon. Mais surtout, j'ai souvent tendance à dire, vous savez, à la fin, j'en ai déjà parlé, de la fin de Easy Rider, il y a une scène finale qui est très belle où Dennis Hopper dit à Peter Fonda, mec, on a tout gagné. On a vendu de la cam, on est pété de thunes, on a gagné, on est voilà. Et Peter Fonda me dit, non, mec, on a tout foiré. Il dit, we blew it, on a tout foiré. Et souvent, j'ai pensé à ça pendant qu'on écrivait, c'est que je me disais, en fait, le mur est tombé. Et plutôt que de créer un imaginaire collectif, d'essayer de comprendre qui était l'Europe de l'Est, d'essayer de comprendre les souffrances de 40 ans d'une occupation soviétique, on a considéré qu'on était le bon modèle. Et en fait, ça a foiré. Complètement foiré. Aujourd'hui, dans toute l'Europe de l'Est, ce qui triomphe, c'est un discours d'extrême droite, anti-européen, qui est très rodé. Ils savent très bien mettre en place un récit anti-européen, en désignant les ennemis, en l'occurrence nous, plutôt à l'ouest, le fossé est en train de se creuser. Bon, c'est pas récent, mais de plus en plus. Hein. C'est droit et justice en Pologne, c'est Orban en Hongrie, enfin, on pourrait tous les citer. Hein. Et c'est là où on a tout foiré, c'est qu'au lieu d'essayer de comprendre qui ils étaient et de leur imposer plutôt un modèle qui était le nôtre, ça a vraiment foiré. Et le récit raconte ça aussi, parce qu'en exergue, on a mis l'Europe, c'est la réconciliation. C'est-à-dire qu'à la fois, on a été capable de se réconcilier avec les Allemands, par exemple. On a été capable de faire ça, hein, quand même. Ça, c'est quand même l'œuvre de l'Europe. On s'est réconcilié après cette Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, on aurait dû peut-être poursuivre la réconciliation avec l'Est. Ce qu'on n'a pas fait. Du tout. Et aujourd'hui, on a quand même bien fanfaronné, quoi. Hein. En 90, 91, on était quand même les gagnants. On était quand même genre, eh oh, vos gueules, les cocos. Hein. C'est nous les plus forts. Il y avait ce truc-là, quand même. Bon, aujourd'hui, on se rend compte que c'était pas la bonne solution, en vérité. Et alors qu'on était dans une sorte d'imaginaire qui pouvait se créer, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un repli culturel national. Je dis pas nationaliste, hein. On a créé des objets culturels, littérature, cinéma, théâtre, qui se sont retournés vers les pays, hein, vers la France, vers l'Italie, vers l'Espagne, etc. Et il n'y a plus de transversalité européenne, il n'y a plus d'imaginaire européen. Et je pense que c'est un défi qui nous concerne tous. Est-ce qu'on peut essayer de recréer un imaginaire européen pour faire opposition à l'extrême droite qui est en train de prospérer partout? On dit à l'Est, évidemment, à l'Ouest aussi. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on trouve, en fait, c'est un lien entre Marcel Grob, justement, et les frères Werner. Quand vous regardez les deux phrases qui sont mises en exergue, à chacun des livres, il y a un mot commun, c'est Europe.
C'était une question terminale que je souhaitais poser, mais la réponse vient d'être donnée. La première phrase dans Marcel Grob, c'est « À toute la jeunesse d'Europe ». C'est une dédicace. Et la phrase qui est un incipit, au tout début donc, de ses frères Werner, c'est « L'Europe, c'est la réconciliation ». Alors moi, comme historien, là on voit bien toute la foi européenne qui vous anime et qui fait du bien, parce qu'on a besoin de futurs... un peu enchanté. Comme historien, moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, et c'est là une leçon de Pierre Laborie, qui ici à Toulouse compte beaucoup, c'est dit, bon, on sait depuis Marc Bloch que c'est le présent qui pose des questions au passé, oui, mais il ne faut jamais oublier que c'est au passé d'y répondre. Et ce que vous avez fait, je trouve, c'est aller chercher cet événement dans son passé. Et de lui rendre la couleur de la prospérité de la RFRDA, la fraternisation anticipée qui pouvait exister entre ces deux populations, même particulièrement. Et du coup, comme vous demandez au passé d'y répondre, y compris sur cette drôle de mise en mémoire de Ravensbrück qui est proposée avec le mémorial de 1959, vous laissez à cette RDA et à ce moment 74 les futurs qu'ils avaient et qui étaient des futurs de réconciliation. Donc votre mot de réconciliation, il est dans les futurs de 74 et moi, ça m'a particulièrement touché. Voilà. Ça. Mais merci, et c'est important parce que il faut aussi dire que ce match a cette vertu-là, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que ce match, d'un côté comme de l'autre du mur de Berlin, a vu que c'était possible. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a pu faire un match de football. Les conséquences de ce match, c'est quoi? C'est qu'on peut faire un match de football les uns contre les autres. Et les joueurs en ont parlé beaucoup après. Il y a une très belle histoire d'ailleurs, on va terminer là-dessus. Ça sera une anecdote. On va vous donner la parole, terminer pour vous donner la parole. La Stasi interdit toute fraternisation aux joueurs pendant le match. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont interdiction de parler avec les joueurs ouest-allemands en allemand. Ils sont tous allemands quand même. Ils ont interdiction de leur parler, interdiction d'échanger même des regards. On joue le masque. Et par ailleurs, interdiction d'échanger les maillots à la fin du match. Il se trouve que à la fin du match, c'est hors caméra, mais on le sait parce qu'il y a plein de témoins, dans le couloir qui ramène les deux équipes au vestiaire, à la fin du match, la RFA a perdu 1-0, Paul Breitner va voir Jürgen Sparwasser, donc Paul Breitner qui est le défenseur ouest-allemand, va voir l'attaquant qui a marqué le but est-allemand, enlève son maillot, lui dit « donne-moi ton maillot ». Donc le gamin il a 26 ans, il y a la Stasi qui est partout, donc il a la trouille, mais il enlève son maillot. Et il s'échange le maillot et Breitner, le grand Breitner, dit à Sparwasser « tu as marqué un but magnifique ». Voilà, ça c'est des choses qui se sont racontées dans les interviews direct d'après-match, il a raconté Breitner. Et donc ça, vous voyez, c'est tout d'un coup, même à l'Est, et se dire « tiens, il y a peut-être impossible ». C'est pas forcément un rideau de fer définitif, c'est que Breitner et Sparwasser se sont parlé dans le couloir du vestiaire. Bon, ça a cette vertu-là, quoi. Et le raconter, c'est aussi rendre compte du passé. Et dire ce que c'est que le passé dans sa réalité, quoi, et pas à l'aune de 2020. Ouais, je veux juste rajouter quelque chose, c'est que quand on regarde, quand on travaille sur l'Ouest et l'Est, on voit que l'Est prend une direction évidemment totalement différente, mais même il y a des petites choses qui peuvent séparer les gens. Par exemple, la langue à l'Est est une langue, il parle un allemand beaucoup plus littéraire, il n'évolue pas du tout comme l'Ouest, et on peut se dire aussi que c'est assez... Il y a effectivement cette vision que l'Ouest a dévoré l'Est à la réunification. Mais moi, je trouve que c'est assez miraculeux quand même qu'ils se soient retrouvés. Parce qu'en fait, c'est vrai que des générations, ça se sépare très vite, quoi. Il y a quand même, faut penser qu'il y a quand même des enfants qui étaient nés à l'Est et qui ont dû intégrer un autre pays et se dire maintenant, je fais partie d'un autre pays qui est plus grand. Et les gens ont un accent bizarre, ils ne parlent pas comme moi, ils ne s'habillent pas comme moi, ils ne pensent pas comme moi, mais quand même on y va. Et moi je trouve que finalement par rapport à l'Europe, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas si loin, on ne parle pas vraiment la même langue, notre langue vient à peu près du même endroit, mais pas... Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on peut dépasser. Moi je trouve qu'ils ont montré que c'était assez miraculeux, que c'était possible. Et voilà, moi je trouve qu'effectivement, Philippe et moi, on ne cache pas nos convictions européennes. Et c'est vrai que ça nous attriste de voir que des fois, des gens au milieu du fleuve se retournent vers la rive et envisagent la rive d'où ils viennent comme impossible, au lieu de dire, bon, allez, essayons d'aller sur l'autre rive. On fournit l'effort qu'il faut pour arriver de l'autre côté, quoi.
Merci beaucoup déjà de cette présentation. Et donc, je vais donner la parole à ceux qui le souhaitent. Celles et ceux qui le souhaitent. Eh ben, pardon. Pas le micro. Ah oui, c'est vrai. Alors comment ? Vous allez parler, voilà. On va vous entendre, madame. Et au cas où le début de la réponse reproduira en fait. Voilà. Je suis Marie, on s'était rencontrés il y a 2 ans quand vous étiez venu. Oui. Je trouvais votre nouvelle BD très passionnante, toujours. Je trouve que le scénario est très riche, les personnages très étoffés. Il y a beaucoup de suspense. Moi je suis pas fan de foot, mais je trouve ça passionnant. J'avais la tablette, je regardais les personnages, alors, super bien dessinés, qui c'est celui-là, pourquoi. Et en fait, les dessins collent, tout ce qu'on disait sur ces personnes, parce que j'ai vu un peu qui c'était, tout correspond. Je trouve qu'il y a une recherche historique très intéressante. Et en même temps, c'est hyper passionnant, parce que voilà, c'est l'histoire, une petite histoire de la grande histoire. Je trouve ça, comme dans le précédent, je trouve ça super intéressant. Toujours, c'est des enfants qui sont quand même victimes, comme dans le précédent, de la grande histoire. Et comment ils s'en sortent. Et ça, je trouve que c'est un fil conducteur qui est très intéressant, très étonnant par ce choix de ce match de foot. Et voilà, je trouve ça vraiment, voilà, j'ai dévoré le livre, j'en ai parlé à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Et vous continuez apparemment, c'est super, merci. Sur les couleurs délavées comme dans le précédent, ça je trouve que c'était un choix très judicieux, je trouve ça très bien. Alors juste pourquoi ce match 74 c'est très bien, mais pourquoi avoir choisi ce match? Au niveau d'inspiration. Bon, comment dire, c'est un match qui est unique dans l'histoire du football. Et c'est un match qui va résumer en 90 minutes beaucoup d'enjeux. Vous savez, il n'y a pas d'affrontement direct pendant la guerre froide. Il y a évidemment des combats tierces. Il y a le Vietnam, l'Indochine, la décolonisation. C'est un front de la guerre froide. Mais il n'y a pas de front direct. Et le sport va devenir un des grands fronts de la guerre froide. Mais ce match-là, c'est l'acmé de l'affrontement, parce que Brejnev regarde le match. Parce que je milite pour ce que disait Olivier Louvre en introduction, je milite pour faire penser à la France que le sport est un phénomène culturel majeur et que le sport raconte beaucoup d'histoires. Elle est le réceptacle de la société, de la politique, de l'économie, de la culture. Et ce match-là est un reflet de l'époque, de jeunesse est-allemande, ouest-allemande, mais aussi de populations autour qui vont s'agréger. Ce match a lieu en Allemagne, vous vous rendez compte, cette Coupe du Monde, c'est la 10e de l'histoire du football, aurait pu avoir lieu au Japon, en Australie ou au Canada. Elle a lieu en Allemagne. C'est insensé. Et donc ces deux équipes, ces deux sœurs, il y a les deux frères Werner, mais il y a les deux sœurs allemandes, se retrouvent à Hambourg, sur le terrain allemand, dans un stade plein à Hambourg, avec 90% de supporters ouest-allemands, 2500 seulement supporters est-allemands. Tous mariés. Tous mariés pour que pas qu'ils puissent s'échapper à l'ouest, triés sur le volet par la Stasi et accompagnés par la Stasi. Bon, c'est insensé ce match, c'est insensé. Et il est sur un coup du sort. Le tirage au sort a lieu en janvier. C'est un petit gamin de Berlin, un blond, il a 10 ans, il a une main innocente. C'est lui qui va tirer dans les corbeilles les différentes poules, comme on dit dans le football, donc les groupes de qualification. C'est lui qui va tirer. Et quand on voit les images, c'est assez effarant. C'est qu'il y a une grande salle de presse, un auditorium, il y a des centaines de journalistes qui sont là parce que c'est une Coupe du Monde. Et quand le gamin tire RDA, alors qu'il y a déjà les RFA dans le groupe, il y a un bruissement dans la salle, il y a un effroi. Voilà, et ce match-là, il va cristalliser beaucoup de choses. Et il y a le match qu'on voit et le match qu'on ne voit pas, parce qu'effectivement, derrière, c'est une grande opération d'espionnage. C'est aussi un grand récit d'espionnage. On a évoqué rapidement l'opération Cuir, mais elle va être mise en place et ça va être très très sérieux. L'enjeu pour l'Est est d'autant plus fort que l'URSS n'y est pas. Non, voilà, et là il y a un vrai problème, c'est que, on va prendre 2 secondes pour raconter ça, c'est que l'URSS aurait dû participer à cette Coupe du Monde. Mais il y avait ce qu'on appelle un match d'appui. Ça veut dire qu'il fallait un match en plus préliminaire pour être qualifié. Or, elle devait aller jouer au Chili de Pinochet, au stade de Santiago, qui est le stade de la honte, puisque sous le stade, il y avait des tortures contre des militants d'extrême gauche, donc communistes, organisés par Pinochet. Donc l'URSS refuse, par solidarité avec ses militants communistes au Chili, d'aller jouer ce match. Donc ils ont éliminé de fait. Et le Chili est qualifié d'office. Or, ce gamin blond qui tire le groupe, il tire premier groupe, première équipe Australie. Deuxième équipe RFA.
Troisième équipe, Chili. Quatrième équipe, RDA. Et donc là, il se passe un truc très vite, c'est que Brejnev, qui est donc le dirigeant du RSS de l'époque, fait pression sur Erich Honecker, qui est donc le dirigeant est-allemand, pour lui dire « je te préviens, tu n'y vas pas ». Nous, on n'y est pas parce qu'il y a le Chili. On a refusé d'y aller, nous, le grand frère soviétique. Donc tu n'as pas tapé le Chili. Donc tu n'y vas pas à cette Coupe du Monde. Et Honecker est pris dans les étaux de ça. Il dit « mais moi, attends, mon pays, le rayonnement du communisme est-allemand va passer par le sport. Je ne peux pas sortir cette Coupe du Monde. » Voilà. Donc on imagine, dans le contexte, quand le 1-0, d'ailleurs il y a une troisième vanne finalement dans cet album, c'est que Brejnev et Mielke sont dans le bureau tous les deux, donc de est-allemand. Mielke, tout excité, veut appeler Brejnev pour lui dire « on a gagné, putain, et tout ». Et non, laisse Brejnev m'appeler. Parce qu'il voulait que Brejnev l'appelle pour lui dire « bravo », parce que c'est immense d'avoir gagné 1-0. Mais vous voyez, tout est résumé là. Il faut savoir que Brejnev regardait le match. Honecker, évidemment, et Mielke regardaient le match. On imagine que beaucoup de dirigeants ouest-allemands et de l'Ouest ont regardé le match. C'est un moment, on a oublié, vous savez, j'ai découvert une chose, c'est que je me suis dit, mais pourquoi en France, on n'a pas trop le souvenir de ce match? Parce qu'en fait, partout dans le monde, c'est la une des journaux. Et en fait, j'ai compris pourquoi la semaine dernière. Non, alors ça c'est une raison, vous avez raison, mais c'est une raison. Mais le match dépassait l'enjeu national, mais c'est raison, on n'y était pas. Mais toutes les unes des journaux anglais, etc., ce qui se passe, c'est que Pompidou meurt en avril, et que l'élection de la présidence de la République est au mois de mai, et que Giscard est élu, et donc évidemment on ne parle que de la mort du président de la République, et donc tous les journaux télévisés, journaux, etc., il y a une Coupe du Monde, on s'en fout, Pompidou est mort. Et donc en fait ça a fait écran en France à cette mémoire-là. Et j'ai compris pourquoi, je me dis pourquoi, parce que j'ai vu une dame qui était prof d'allemand, qui est venue me voir à Nancy, je crois, je sais plus, elle me dit mais c'est quand même bizarre, parce que je suis prof d'allemand, j'avais 25 ans, je m'en souviens pas, je me dis c'est quand même vraiment bizarre. Donc je suis allé voir vite fait les unes de journaux du Monde, etc. Et finalement, on ne parle que de ça, de la mort de Pompidou et de l'élection, et c'est la fin du gaullisme, puisque Giscard va être élu. Enfin, c'est très important en France. Et donc, ça a fait écran. Mais à l'époque, dans toute l'Europe, on ne parle que de ce match. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce match, en fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a aussi le choix de la couverture? Pourquoi mettre ces personnages à la mer de... Ça, c'est Sébastien qui va répondre. Évidemment, vu que ce livre, on l'a voulu comme non pas comme une suite de Marcel Grob, mais comme un cousin. Marcel Grob était un enfant qui est embarqué dans un flux de SS. Et là, l'intérêt, c'était deux personnes qui luttent contre le flux, donc ensemble contre le flux. Et il y a de l'espace derrière eux, et il y a le rond central qui les unit, et la ligne médiane qui les sépare. Donc en fait, ils sont à la fois frères et à la fois déjà, ils sont en train de se séparer. Et c'est aussi une cible. C'est aussi une cible de la Stasi les a ciblés, donc c'est aussi une cible. Et on peut même dire, on a même poussé l'analyse tout seul dans notre coin tous les deux, mais il y a aussi le côté auréole. En fait, c'est deux anges, en fait. C'est deux anges. Voilà. Mais Conrad, pas tellement. Non, mais Conrad, ouais, non, Conrad, c'est... non, surtout pas. Je vais faire mon Jérôme Garcia à nouveau. Non, juste dire que Conrad est le personnage qui illustre aussi, comme tout à l'heure Philippe parlait de Breitner, il illustre aussi la fissure. C'est-à-dire que vraiment le personnage qui se fissure petit à petit, qui est socialiste, mais qui ne vit pas le socialisme, il ne vit pas dans le socialisme. Il vit à l'ouest, dans l'opulence. Ça fait 12 ans, il a refait famille, il a des enfants à nouveau, il a complètement changé. Quelque part, il était le père d'Andreas, il était le père de son frère, et d'un coup, il est le père de deux enfants. Et donc, quand Andreas arrive, évidemment, ça bouscule toute la nouvelle cosmogonie familiale. Et puis, il a la foi de la diaspora. C'est-à-dire que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'évidemment, la foi socialiste, comme d'autres types de foi, elle est suractivée si vous vous trouvez, si vous n'êtes pas dans le pays du socialisme. Évidemment, vous le portez avec vous, et il est d'autant plus intrahissable. Monsieur veut poser une question. Moi, j'avais 2-3 questions rapides. Est-ce que d'abord le fait sportif est-il selon vous le vecteur parfait du fait historique? Ça, c'était ma première question. Parce qu'on est dans un pays où les intellectuels maîtrisent encore le football. La deuxième question est plus technique, c'était de savoir, moi je suis né en 80, donc j'ai pas vécu, il y a quelques images d'archives, mais à quel endroit peut-on revoir le match dans son intégralité? Est-ce que sur YouTube ou ailleurs? Et la troisième question, c'est que moi, le premier souvenir de football, c'est 1990.
c'est la RFA de Mataos qui gagne contre L'Argentine de Maradona en finale. Et à l'époque, l'Allemagne était réunifiée, mais au niveau du football, pas du tout. Alors à l'époque, je commence par la fin. Ouais. À l'époque, elle n'est pas réunifiée. Alors, En fait, d'accord. la RFA toute seule gagne le 6 juillet 90. La réunification, c'est le 3 octobre. Les 30 ans, c'est la semaine prochaine. Donc elle n'est pas réunifiée. C'est très important parce que la première victoire réunifiée, c'est 2014. Et donc à l'époque, on sait que l'Allemagne, mais il faut quand même savoir que du coup à l'Est, ils ne peuvent pas se réjouir de la victoire de la RFA en 90. Donc déjà, il y a un problème. Déjà, dès le départ, c'est compliqué. Il y a une grande liesse en RFA et une frustration en RDA. Parce qu'ils ne peuvent pas y jouir. Ils sont encore dans la RDA. Voilà. Donc ça arrivera plus tard. Ça, c'est la première chose. Deuxième question. Malheureusement, le match, alors on peut voir plein d'images sur YouTube, notamment le but, on peut le voir, il est là. Le match, moi j'ai eu accès, parce que j'ai des codes, comme je travaille à Radio France, d'accès à l'INA, ce sont des codes professionnels, donc j'ai pu avoir accès au match. Mais on ne peut pas le voir, sinon malheureusement, sans ces codes-là. Donc voilà, c'est des codes spéciaux pour qu'on puisse avoir accès aux archives, nous, pour les émissions de radio ou de télévision. Donc ça, j'ai accès à des codes. Ça, malheureusement, on ne peut pas le voir. Et puis la première question était le regard finalement français sur le sport. Ce que je peux dire, pour répondre rapidement, c'est que les choses ont beaucoup changé. Depuis 15 ans, ça a profondément changé. La preuve, c'est que cette émission que je fais à la radio est là, sur Inter, ce qui est déjà une sorte d'aberration, si on se projette 15 ans en arrière. Et puis surtout, il y a toute une génération d'historiens qui se sont emparés du phénomène sportif. Aujourd'hui, il y a toutes des garçons, des filles, ils ont entre 30 et 50 ans, des hommes, des femmes, et qui racontent l'histoire du sport avec beaucoup de succès. Dont Fabien. Dont Fabien Archambault, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup, et qui a écrit le dossier historique à la fin. Et donc ça a vraiment, c'est en train d'évoluer. Après, il y a une chose qui ne changera pas, c'est que je pense que le sport en général en France est vu comme peut-être parfois une exaltation du sentiment national, et que ça posera toujours problème. Donc voilà. Mais quand même, on est en train de cheminer, et l'université, qui était une friche totale sur le sport, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de productions universitaires passionnantes, avec plein d'accès, notamment le sport au féminin. Ça, c'est encore autre chose, mais ça n'existait pas. Le sport au masculin, c'était compliqué, mais l'histoire du sport au féminin... Voilà. Là, il y a Julie Gaucher, par exemple, qui est une jeune femme qui enseigne à Lyon, je crois. Elle est fantastique parce qu'elle a pris à bras-le-corps l'histoire du XXe siècle, l'histoire du sport à travers les femmes. Donc ça c'est vraiment en train de changer. Donc, SoFoot arrive par une blague, c'est-à-dire qu'en fait, SoFoot a ce côté à la fois de culture du sport et du foot, mais par la blague. La dérision. Ou en tout cas le décalage. Là, je parle d'université. Là, tout d'un coup, c'est sérieux. Tout d'un coup, on a l'aspect scientifique des sciences sociales qui s'emparent du phénomène sportif. Ça, c'est hyper important. Et ça a vraiment changé en 15 ans. Vraiment, ça a changé. Moi, j'ai une question plutôt sportive. Oui. C'est noté d'ailleurs dans le livre. La légende dit que les Allemands de l'Ouest auraient laissé courir le match parce qu'ils étaient dans une poule plus facile en perdant. Ils évitaient les champions du monde brésiliens et les Pays-Bas par la suite. Alors, le mot que vous avez employé, c'est la légende. Ça, c'est important. Ce qui est vrai, ce que vous dites est vrai. C'est-à-dire que la défaite de la RFA contre la RDA dans ce match qu'on évoquait ce soir place la RFA deuxième de son groupe. Donc, elle a par la suite des matchs plus faciles pour accéder en finale. Et la RDA va se taper effectivement des matchs plus difficiles, le Brésil et les Pays-Bas. Néanmoins, c'est toujours après coup qu'on dit ça. C'est-à-dire que, par exemple, la RFA a failli perdre en demi-finale contre la Pologne. On dit que c'était plus facile. Bon. Et comme après coup, ils ont gagné la Coupe du Monde, tout le monde s'est dit, bah oui, ils ont été malins, etc. etc. Bon. Moi, j'ai revu le match beaucoup de fois. Je peux vous dire que ça rigole pas du tout. C'est-à-dire que Helmut Schön, qui est le coach sur le banc, ouest-allemand, c'est pas drôle du tout. C'est qu'en fait, le but est assiégé. C'est un siège sur le but est-allemand. Et ils veulent gagner ce match. Pas pour finir premier, parce que... Et puis, en plus, ce qui est un peu faux dans la légende, c'est qu'on ne sait pas encore où va taper le Brésil. On sait que la Hollande va être dans la poule A, donc ça peut les arranger, mais on ne sait pas où sera le Brésil. Le match a lieu après. Donc, c'est une réinterprétation des faits, en réalité. Et puis qu'est-ce qu'on aurait dit si la RFA n'avait pas gagné la Coupe du Monde? Enfin, c'est toujours facile après coup de dire bah oui, ils sont allés au bout, etc. Et tout. Bon. Contre la Hollande, ils ont gagné, mais c'est ric-rac quand même. Mais cela dit, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'à la remise de la Coupe du Monde en 74, donc c'est les Ouest-Allemands, et on remet des médailles. Il y a la Coupe du Monde, puis chacun a sa médaille.
À l'époque, il n'y avait que 22 joueurs. Il y en a 23 aujourd'hui, mais à l'époque, il y en a 22. Et Beckenbauer dit deux choses. Il dit c'est la victoire de tout le peuple allemand, ce qui est très fort quand même, parce que qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de Beckenbauer, tout le peuple allemand. Bon. Mais surtout, il dit il manque une 23e médaille pour Sparwasser, qui est donc le buteur est-allemand, qui effectivement leur a permis d'avoir un parcours plus facile. Donc il a joué aussi très vite l'ambiguïté, lui, de cette défaite pour dire, comme ça, du coup, bah, on a fait exprès de perdre. Et remercie Sparwasser. Donc c'est là où Beckenbauer est à la fois très intelligent et roublard en réalité. Donc, voilà. Mais la question est intéressante. Il y a une petite histoire, en 82, Oui. qui était, ce qui reste une légende, a été remis au goût du jour lors du match Allemagne-Autriche. Ça, c'est un match honteux. Là, c'est un match honteux. C'est un match honteux. Contre l'Algérie. C'est un match contre l'Algérie. Ça sort l'Algérie de... Ouais, c'est un match... revenu à l'occasion sur 74. Ouais. Ouais. Mais quand on voit les deux matchs, ou même si ce n'est que des extraits, on voit très très bien le match truqué et celui qui est... Voilà. C'est pour ça que tous les matchs se jouent à la même heure. Maintenant, ouais, après 82, on a changé ça. En fait. On pouvait C'est-à-dire plus... Tous les matchs de dernière journée de poule se jouaient... Ouais. D'autres questions peut-être, ou on remercie... Ah oui, pardon. Moi, je veux juste dire que Bien je sûr. suis venu avec ma robe, que j'ai vu le S7, moi, la première fois que j'ai vu le truc. J'ai vu le WS, en fait. Oui. Donc, ça veut dire j'ai vu la SS. Uh-huh. Je sais pas si on vous a déjà dit que Oui. quelqu'un avait vu avec la S7 allemand, Ouais. en fait, c'est un grand B. Bien sûr. C'est équivalent au WS. Et moi, j'ai vu tout de suite la S7. J'ai dit, c'est pas volontaire, c'est vrai, c'est vraiment un B majuscule, mais c'est impressionnant quand même d'avoir été à ce moment-là attiré par le fait que ça se passait en Allemagne. J'avais déjà l'info sur l'histoire. D'accord. Volontairement, je savais que vous veniez. Je vais adorer acheter le livre. Je vais adorer l'acheter parce que je suis persuadé que je n'aurais jamais vu tout ça, bien entendu. Les couleurs, l'historique. C'est pour ça qu'on vient. C'est pour ça qu'on vient. C'est pour ça qu'on vient. Vraiment, vraiment intéressant. Un grand merci. Ben, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a encore une question, je crois. Est-ce que les principaux protagonistes du match, Breitner, Sparwasser, sont toujours en vie? Alors, ils sont tous en vie. Le livre sort en Allemagne demain. Voilà, il sort en Allemagne demain. Et j'ai réussi à récupérer les contacts personnels de Sparwasser et de Breitner. Donc j'attends que le livre sorte et puis après j'essaierai de rentrer en contact avec eux. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai les deux portables. Donc j'espère pouvoir les joindre. Mais voilà. J'espère pouvoir les joindre puis leur donner l'album, notre album et voilà. Il y a quand une émission de l'œil du tigre sur... Bon, ça on verra. Mais après je sais pas ce qu'ils vont en penser parce que c'est quand même un album avec beaucoup de parti pris. Donc voilà. Oui. Dans cet esprit de penser les plaies européennes, où vous amènerez une troisième collaboration? Joli. Il y aura une troisième collaboration. Bon, voilà. Et puis on va rester dans un registre qui sera historique. Et voilà. Signé ce soir aussi En fait, Non, ce soir il n'est pas là, l'éditeur, donc on ne signe pas ce soir. Mais voilà, on s'est trouvé là-dessus et voilà. Et après, on n'aime pas trop parler de la suite en fait. Hein, Non, mais sans parler de la suite, pour dire qu'en tout cas, cette façon de raconter l'Europe, on en a peut-être, en tout cas pour l'instant, terminé. C'est-à-dire que c'est vraiment les deux livres. Donc c'est un diptyque. Voilà, ce que appartiennent tu as dit, c'est un diptyque. raconte cette histoire. Je trouve qu'ils sont équilibrés. Ça fait un miroir, quoi. Voilà. Et puis je trouve qu'au moment où on s'arrête à la fin des Frères Werner, on sait où on va sur la réconciliation. Enfin, tout est un petit peu annoncé. Donc effectivement, il n'y a pas de période après qui pourrait, je pense, apporter un propos. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trouvé le propos qui manque, qui nous manque. C'est le moment des remerciements et des dédicaces aussi. Il s'agissait d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 24 septembre 2020 avec Philippe Collin et Sébastien Goethals, respectivement auteurs et dessinateurs du roman graphique La patrie des frères Werner, publié aux éditions Futuropolis.